Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Laetitia Vasseur de l'association HOP, dont elle va nous parler. On va parler d'obsolescence programmée, c'est un sujet qu'on a déjà commencé à évoquer dans l'épisode précédent avec Sylvain Grisot. Aujourd'hui, on le voit beaucoup plus en profondeur avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je suis Laetitia Vasseur, donc la cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Super. Alors, pour plonger directement dans le sujet, qu'est-ce que c'est que l'obsolescence programmée ? Et puis d'où ça vient? L'obsolescence programmée, ça désigne les stratégies des industriels, des metteurs sur le marché, pour réduire délibérément la durée de vie d'un produit. Donc aujourd'hui, c'est un délit depuis 2015 déjà, mais à HOP, on a une vision de l'obsolescence plus large que ce délit qui peut enfermer aussi les pratiques dans une chose parfois un peu difficile à démontrer. Donc nous, on aime parler d'obsolescence aussi prématurée pour étendre le débat finalement à tous ces produits qui ne durent pas assez longtemps parce qu'ils ne sont pas conçus pour durer vraiment, être fiables et être réparables. En tout cas, pas assez. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené? Donc, tu as été la fondatrice de l'association Halte à l'obsolescence programmée. J'ai dit HOP, mais effectivement, peut-être qu'on peut le dire complètement. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu as fait qui fait que tu as voulu monter cette association? Oui, alors en fait, moi à la base j'étais collaboratrice parlementaire et à l'époque j'avais vu un documentaire sur un sujet que j'avais trouvé passionnant, celui de l'obsolescence programmée. Et donc j'ai participé à écrire une loi qui venait interdire ces pratiques et qui essayait de trouver des solutions législatives pour améliorer la situation. Et finalement, ça a donné lieu en fait à l'interdiction de l'obsolescence programmée quelques années plus tard. Donc, une fois cet acquis obtenu, je me suis dit, mais en fait, ça va servir à quoi ? Et finalement, une loi toute seule, ça sert à rien. Donc, j'ai eu envie de créer une communauté de consommateurs parce que pendant ces travaux aussi, je me suis rendu compte que les fabricants me disaient ou disaient aux parlementaires, mais en fait la durabilité ça ne sert à rien, ça n'intéresse personne, les consommateurs c'est pas ce qui les intéresse. Donc moi je voulais démontrer si c'était nécessaire que oui c'est bien un sujet qui intéresse les consommateurs, que les gens veulent des produits qui durent, qui soient fiables et qui soient réparables. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'association pour défendre ce combat et utiliser du coup les outils juridiques qui étaient à notre portée pour améliorer la situation. Et puis j'ai fait ça aussi après un moment de césure où je suis partie voyager et c'est vrai qu'aussi me confronter à d'autres modes de consommation, d'autres modes de vie et d'ouvrir mon esprit à d'autres contrées lointaines, ça m'a vraiment donné la force, l'énergie et la volonté d'entreprendre quelque chose par moi-même pour aller plus loin et du coup ne pas rester sur des choses trop théoriques, mais vraiment agir sur le terrain. Ok. Donc tu dis que tu as vu un documentaire, c'est le documentaire Prêt à jeter, c'est ça? Oui, je le conseille à tout le monde. Prêt à jeter de Cosima Donaridzer, c'est vraiment un super documentaire. Ouais. Et puis d'ailleurs, il y a un côté historique qui est assez sympa. Ils expliquent un peu l'origine de l'obsolescence programmée. Alors, c'est pas forcément du spoiler, mais donc ils expliquent le cartel, je crois qu'il s'appelait le cartel de Phébus dans les années 20, années 30, où en fait finalement le premier objet d'obsolescence programmée c'était l'ampoule électrique, où ils ont réussi à diminuer la durée de vie des ampoules à 1000 heures avec des millions investis et puis des centaines d'heures de recherche pour réduire une qualité de produit finalement. Et en fait ça a duré jusque dans les années 50, je crois. Oui, c'est ça, c'est des pratiques qui ont commencé très tôt. On parle souvent aussi de Bernard London dans les années 30 qui a théorisé l'obsolescence programmée comme quelque chose de positif, un levier pour booster la croissance qui était en berne dans les années 30. Alors oui, c'est quelque chose qui peut être vu comme un booster de croissance et pendant des années, c'est ce que ça a produit, certainement. Mais maintenant, il faut se poser la question aussi déjà de la frustration des consommateurs quand même et puis
de l'environnement, puisqu'à un moment, si on continue comme ça, on va vraiment droit dans un mur. Donc, on a un impératif aussi écologique qu'on ne connaissait pas dans les années 30, mais qu'on connaît aujourd'hui et qui nous impose de revoir ces stratégies d'obsolescence programmée. Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut peut-être donner des exemples de produits à obsolescence programmée qu'on voit aujourd'hui beaucoup, si les gens n'ont pas forcément compris de quoi on parlait depuis tout à l'heure? Oui, donc par exemple, on a fait une étude aussi qui montre l'obsolescence qu'on appelle programmée sur les collants, qui est d'ailleurs évoquée dans le documentaire Prêt à jeter. Et on a montré en effet que on pouvait pas porter un collant plus de 6 fois, et ça c'était déjà un exploit parce que il se file extrêmement vite, alors que à la base c'est quand même fait avec des fils comme du nylon qui sont extrêmement robustes, qui servent pour la pêche par exemple. Donc on peut certainement envisager des collants vraiment durables, même si bien sûr c'est de plus en plus compliqué pour qu'ils soient fins et jolis, etc. Mais en fait, on pourrait vraiment avoir des produits plus durables au niveau des collants, et apparemment les hypothèses qui sont derrière ça, c'est qu'il y a vraiment une formule chimique qui permet de réduire un peu cette durabilité du fil. Donc ça c'est très grave. Et puis ensuite on a aussi le cas des imprimantes, qui énerve beaucoup de monde, et pour cause, parce que dans les imprimantes, par exemple, vous avez des cartouches, et sur les cartouches, il y a des puces, et sur ces puces, il y a un compteur qui vous dit qu'au bout de tant de pages, vous ne pouvez plus imprimer, vous n'avez plus d'encre, même si vous avez encore effectivement de l'encre. Et finalement, le problème, c'est que il reste parfois donc jusqu'à 20 à 40% d'encre dans les cartouches, alors que votre machine refuse d'imprimer parce qu'elles sont censées être vides. Et le vrai problème, c'est que le prix de ces cartouches, c'est vraiment très très cher. C'est là où se fait tout le business de l'imprimante, puisque 1 litre d'encre, ça représente plus de 2000 euros. Donc, je sais pas, imaginez une bouteille de vin, c'est 7 euros peut-être ramené à 1 litre, ou enfin pour une bouteille, on va dire de base. Là, pour une encre de base, vous êtes à plus de 2000 euros. Donc, il y a vraiment un business très important sur cette encre. Et tous les fabricants essayent vraiment de manipuler les choses pour faire en sorte que vous consommiez plus souvent leur propre encre, et font tout pour que vous ne vous tourniez pas non plus vers des génériques ou d'encre compatibles, et des cartouches compatibles. Oui. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant l'exemple du nylon. En fait, moi, quand on me dit obsolescence programmée, j'ai vraiment tendance à imaginer que de l'électronique, quoi. On s'imagine pas trop du mécanique ou même de la production. Alors, on peut parler de la fast fashion et des saisons qui durent 2-3 mois et qui peut éventuellement être de l'obsolescence prématurée, mais on s'imagine surtout effectivement des puces qui font des calculs de durée de vie maximale, quoi. Oui, alors il faut pas vraiment voir le problème comme ça finalement, parce que des puces qui calculent, bon, à part chez les imprimantes, enfin ça arrive évidemment, mais ça peut être assez marginal finalement. Les marques ne se disent pas toujours dans tous les produits, je vais mettre un truc pour compter, pour que ça s'arrête à tant d'heures. Ça arrive, et ça a pu arriver, ça continue d'arriver, mais le gros du problème, finalement, c'est le fait que on ait des produits qui ne durent pas assez longtemps, et ça peut être un peu partout. Enfin, le problème, il est plus large que ça. C'est des entreprises qui se disent bon faut que ça dure au moins 2 ans parce que c'est le temps de la garantie, et après advienne que pourra. Et la marge d'ajustement pour faire les prix les plus bas, ou voilà, essentiellement ça finalement, tirer les prix vers le bas face à une concurrence aussi mondialisée. C'est très complexe, mais du coup, tirer les prix vers le bas, ça veut dire réduire la qualité des composants, réduire tout ce qu'on peut, et mouler des choses ensemble et la conséquence, c'est que ça ne sera pas réparable. Et ça, le fabricant le sait très bien, mais il s'en fiche. Donc c'est ça aussi qu'on veut travailler à Hop, c'est la prise de conscience que c'est pas possible de faire comme ça. Et d'accord, il y a la concurrence, etc., mais la qualité, la fiabilité, la réparabilité, c'est pas une option, et qu'il faut vraiment le concevoir dès le début, et sur toute la durée de vie du produit. On peut pas se dire en tant que fabricant, je vends mon produit, il dure au moins 2 ans, comme ça je suis tranquille sur la garantie, et après c'est un déchet, je m'en fiche, de toute manière, moi je reverrai jamais le produit. Non, il est responsable de son produit jusqu'à la fin de vie de son produit. Et c'est vraiment un changement de mentalité qu'on essaye de travailler, et ça sur tous les secteurs.
parce que en effet, il y a le textile, il y a aussi même le mobilier, les meubles, voire l'immobilier. Maintenant, quand on construit des immeubles, parfois, on peut être vraiment affligé de voir que c'est des choses qui sont pas faites pour durer dans le temps. Alors bien sûr, c'est pas la durée de vie d'un smartphone, mais à l'échelle de l'immobilier, c'est très peu, et ça crée énormément de déchets. Donc voilà, ça c'est tous ces sujets-là qu'on veut aborder. Et d'ailleurs, il faut pas réduire non plus l'obsolescence programmée à voilà, des techniques comme on vient de l'illustrer. C'est plus large que ça également. Ça peut être une obsolescence technique dont on a parlé un peu, mais ça peut être aussi l'obsolescence logicielle. Donc là, c'est vraiment via les softwares, via les mises à jour, via des erreurs logicielles qu'on va avoir une obsolescence prématurée. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'obsolescence culturelle. Et là, c'est les phénomènes de mode, justement la fast fashion, qui fait que vous pensez que vous devriez changer un produit alors qu'il fonctionne encore, mais il y a une énorme pression marketing et publicitaire pour vous faire renouveler le produit un peu plus tôt que prévu. Super intéressant. On discutait dans un épisode précédent en fait de l'obsolescence programmée entre guillemets des bâtiments en fait qui étaient conçus pour avoir une seule vie. Mais qui sont conçus de façon tellement suroptimisée qu'on est incapable de les réagencer avec une nouvelle utilisation plus tard. Et du coup, la déconstruction et donc la mise au rebut de tous les matériaux devient plus rentable que de réaménager en fait l'installation. Tu parlais au début de l'entretien d'une loi que tu as réussi à faire voter. Et juste après, tu m'as dit, et en fait, je me suis rendu compte il fallait agir parce qu'une loi, ça servait globalement à rien, ou parce que c'est pas suffisant, ou parce que la mise en application en fait est pas faite? Pourquoi? Il existe en droit quelque chose qu'on appelle l'inflation législative. Donc chaque année, tous les jours, on vote des lois, un tas de lois que personne ne connaît, que personne n'applique. Donc la loi en soi, c'est un bon outil, mais si après elle n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment l'enjeu de se dire, on a un outil, il est précieux, mais si c'est une loi de plus que personne ne connaît, personne n'utilise, eh bien, ça n'aura pas d'impact. Donc, il faut qu'on le fasse vivre. Et aujourd'hui, à Hop, on a aussi une grosse activité de plaidoyer politique, de lobbying, concrètement. Donc, on agit sur les lois en cours. Par exemple, là, il y a une loi importante qui s'appelle anti-gaspillage et économie circulaire. On a tout fait pour qu'il y ait un niveau d'ambition important et un nouveau cadre législatif pour avoir des produits encore plus durables, plus réparables, imposer certaines choses aux fabricants. Donc, c'est vraiment essentiel de mettre un cadre législatif ambitieux, exigeant. Mais après, il faut s'assurer que ça soit mis en œuvre. Ouais. Et du coup, alors, c'est quoi vos activités chez Hop, et sur quoi est-ce que vous faites peser la balance? Je sais notamment, donc il y a eu la loi climat en 2020. On a l'indice de réparabilité. D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler, et sa transformation en indice de durabilité. Quel est son scope? Comment est-ce que vous agissez là-dessus? Alors, à Hop, on agit de manière assez holistique. Moi, ma vision, c'est vraiment d'agir à tous les niveaux, parce que on ne peut pas se contenter finalement d'un seul niveau pour réussir à avoir des changements et de l'impact. Donc, l'idée, c'est de fédérer d'abord le plus grand nombre de consommateurs pour montrer qu'on est un mouvement, qu'il y a vraiment une demande et que c'est légitime d'avoir des produits plus durables et réparables, et de mettre une certaine pression. Donc la pression citoyenne et des consommateurs quelque part. Donc cette pression, voilà, on l'organise en fédérant les consommateurs. Donc je vous invite tous d'ailleurs à rejoindre Hop pour faire partie de ce mouvement. Donc on fait beaucoup de conférences, d'interventions, des médias comme les vôtres. On essaye pour vraiment parler de ce sujet, faire en sorte que les gens nous rejoignent, et voilà, pour obtenir des choses. On essaye aussi de conseiller concrètement les gens sur comment se prémunir de l'obsolescence programmée dans leur vie quotidienne. Donc, on a créé un site, par exemple, qui s'appelle produitsdurables.fr, et là, on peut essayer de voir comment acheter un ordinateur ou un produit avec des caractéristiques qui, du coup, seront durables, réparables, comment faire pour réparer sans se ruiner et sans y passer non plus des jours, comment bien entretenir aussi et avoir des astuces pour faire durer son produit, comment utiliser ses garanties, voilà. Après, avec cette communauté, donc là aujourd'hui, on rassemble à peu près 70 000 personnes,
eh bien, on essaie de mettre la pression à deux échelles. D'abord auprès des politiques, donc on essaye d'influencer les décideurs publics et politiques sur des lois, des contraintes qui s'imposent à tous, et notamment aux fabricants, pour avoir des produits qui sont conçus pour être plus durables et réparables. Et après, le deuxième niveau, c'est d'essayer d'influencer les fabricants, les metteurs sur le marché directement. Donc pour ça, on a deux moyens. D'une part, on fait déjà des rapports d'enquête et on travaille parfois à des plaintes quand il y a de l'obsolescence caractérisée, mais aussi de manière peut-être plus positive, on travaille dans le cadre d'un club de la durabilité et on essaye de montrer que on peut faire autrement. C'est que c'est pas juste voilà une lubie de militants extrémistes ou je ne sais quoi, c'est que l'obsolescence programmée c'est un sujet économique puisqu'on l'a dit au début, c'est pour booster la croissance. Donc la question c'est s'il y a plus d'obsolescence programmée, on va plus avoir d'emploi, plus de croissance, c'est pas possible. Bien nous on veut montrer que c'est possible, qu'on peut faire une économie différemment et qu'on peut mettre l'économie au service de la durabilité, de la réparabilité des produits. Donc on a créé ce club avec un certain nombre d'entreprises qui sont à la fois des fabricants, des distributeurs, des reconditionneurs, des réparateurs, et montrer qu'il y a toute une économie, tout un écosystème économique qui peut très bien vivre en étant au service de la durabilité. Et donc, on anime aussi ce club. Et maintenant, on va aussi former les organisations, les personnes qui veulent mieux connaître le cadre et les outils pour faciliter la durabilité, que ça soit d'un point de vue de conception, de communication, législatif, du numérique, parce que, comme je disais, maintenant c'est vrai qu'on a obtenu pas mal de victoires au niveau législatif, on peut encore faire mieux, notamment au niveau européen, mais une fois encore, maintenant il y a des obligations qui s'imposent aux fabricants, aux metteurs sur le marché, mais si eux-mêmes ne sont pas au courant, ne sont pas outillés, ne sont pas formés, ils vont pas le mettre en application. Donc là encore, on essaye d'infuser ça maintenant auprès des organisations aussi pour que elles-mêmes soient convaincues et tous les outils pour aller vers la durabilité. Ok, tu as un exemple un peu concret par exemple, donc dans le cadre du club de la durabilité, où vous avez des échanges avec des citoyens, avec des metteurs sur le marché. C'est quoi le genre de solution qui peut en découler ? Oui, alors par rapport à des produits qui sont pas encore assez durables, donc des fois déjà il y a des initiatives intéressantes en termes de conception. Là, on connaît par exemple une entreprise qui s'appelle Keep It, qui fait des bouilloires et bientôt un grille-pain vraiment conçu pour être durable, réparable. Après, il y a aussi les Fairphone, par exemple, sur les téléphones, qui sont beaucoup plus réparables et fiables, même garantie 5 ans aujourd'hui sur des smartphones. Donc, il y a vraiment des initiatives qui montrent que c'est possible de concevoir différemment. Donc, les consommateurs aussi peuvent se tourner vers ces produits pour challenger les autres et dire, nous, on se tourne vers ça parce que les vôtres sont pas assez durables, réparables. Et ensuite, une fois qu'on a un produit, même si en effet il n'a pas été super bien conçu, au top comme les marques que je viens de citer, il y a dans tous les cas souvent la possibilité d'essayer de réparer. Des fois c'est pas réparable, mais la plupart du temps on peut quand même tenter et des fois être agréablement surpris. Donc c'est vraiment essentiel aussi d'avoir ce réflexe de la réparation, de pas se dédouaner en tant que consommateur en disant je rachète, tant mieux, en plus j'aurai un truc neuf. Non, faut vraiment essayer de se dire est-ce que je peux réparer, donc de le tenter. Et là il y a plein de choses, il y a les repair cafés qui font ça gratuitement, surtout le petit électroménager, c'est vachement utile. Sur le gros électroménager, puisque c'est pas facile de ramener sa machine à laver dans un repair café, il y a des sites qui aident aussi à l'auto-réparation. Donc maintenant, plutôt que de dépenser tout de suite une certaine somme, on peut déjà se poser les bonnes questions, savoir si on peut pas faire quelque chose par nous-mêmes qui va permettre de réparer et du coup à moindre coût. Donc là, il y a des sites comme Spareka ou SOS Accessoires qui donnent des bons conseils et qui permet des fois de réparer les choses tout bêtement. Et puis ensuite, on a aussi des entreprises comme Murphy ou d'autres, Fnac Darty, qui elles vont aider à réparer sur place les produits. Donc, ça montre que c'est possible. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de montrer qu'il y a plein de solutions. Et ces entreprises, quelque part, on est contente qu'elles existent et elles se développent parce que sans ça, en effet, on serait dépourvu.
Donc l'idée c'est de mettre la pression aux metteurs sur le marché, aux distributeurs, aux fabricants et à tout le secteur pour dire il y a une demande, il faut que vous y répondiez. Ok, super intéressant. Comment est-ce que vous faites? Parce que du coup, vous êtes au niveau, vous avez une activité de plaidoyer, mais essentiellement en France, j'imagine, ou dans plusieurs pays. En fait, la question que je me pose, c'est la plupart des metteurs sur le marché, dans le cadre de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur, qui est du coup cette taxe sur la fin de vie des produits qu'on propose. La plupart des metteurs sur le marché sont internationaux. Comment est-ce qu'on fait du coup pour les obliger, alors qu'ils sont pas forcément tenus de respecter la loi française? Parce que du coup, là, vous avez cette activité législative. Et comment est-ce que vous faites du coup pour gérer ce truc en plus? Oui, alors on travaille aussi un peu au niveau européen. Bon, on n'a pas encore tous les moyens nécessaires qu'on aimerait pour être vraiment à fond sur l'Europe, mais on suit quand même ce sujet de près parce que, et on est force de proposition dans le cadre d'autres organisations qui agissent à Bruxelles, parce que c'est très important qu'il y ait un cadre sur tout le marché unique. On a beaucoup plus d'impact évidemment. Mais toutes ces entreprises internationales, elles vendent des produits en France et donc elles sont responsables de ces produits vendus sur le territoire et doivent respecter la législation en vigueur dans chacun des territoires. Donc nous, si on impose une durée de disponibilité des pièces ou des indices de réparabilité, durabilité, elles sont obligées de l'appliquer même si elles vendent des produits partout dans le monde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, de cette manière-là, on a un peu un effet cliquet, un effet incitateur. C'est-à-dire que on a obtenu, par exemple, à Hop, un indice obligatoire de réparabilité qui va en effet se transformer en 2024 en indice de durabilité. Donc aujourd'hui, ça prend la forme d'une note sur 10 où on a une série de critères que les fabricants doivent renseigner pour savoir si un produit est démontable, remontable, s'il y a des pièces détachées disponibles, si elles sont pas trop chères, s'il y a les outils nécessaires, la notice, etc. Et en fonction de réponses, elles ont une note qui peut être plus ou moins importante et qui est obligatoire sur aujourd'hui tous les smartphones, tous les ordinateurs portables, tous les lave-linges, notamment à hublot pour le moment, toutes les tondeuses. Il me semble, oui, c'est ça. Il y avait les téléviseurs, les tondeuses à gazon, les lave-linges à hublot, les smartphones et les ordinateurs. Pourquoi avoir choisi ces catégories-là spécifiques pour le lancement de l'indice? Ça, c'est l'État qui a choisi sur la base du fait que c'est des produits de consommation courante pour la plupart dans différents secteurs d'activité et avec des volontaires aussi. Parce que l'idée, c'était que ce soit co-construit avec les parties prenantes. Donc, il y a à la fois des ONG, des réparateurs, des distributeurs et des fabricants. Et donc, c'est sur la base d'un consensus qu'on a commencé à travailler sur ces produits-là. Et c'est pas parfait, mais c'est quand même très intéressant comme démarche et ça donne une première indication consommateur inédite sur la réparabilité. Et ça a un impact au niveau international. Parce que des marques qui sont obligées de le faire en France, bien quelque part, elles ne sont pas obligées de le faire à l'étranger, mais dans tous les cas, ça fait aussi tache d'huile. Parce que là, aujourd'hui, on est appelé... moi, je suis appelée régulièrement par d'autres pays, la Suède, le Luxembourg, l'Australie, qui veulent savoir comment on a fait et comment est-ce qu'ils pourraient faire eux aussi pour imposer un tel dispositif. Donc, déjà, les autres pays voient ce qu'on fait et puis aussi les fabricants, du coup, se disent tiens, comme on fait ça en France, on pourrait aussi le proposer dans d'autres pays, on aura un avantage concurrentiel, on va donner une info en plus que nos concurrents. Donc, quelque part, ça nous intéresse aussi en tant que fabricants. Donc, voilà, des fois, c'est du gagnant-gagnant et on arrive à étendre comme ça la dynamique en dehors des frontières. Et bien sûr, en Europe, vu que la France est pionnière, eh bien, ça pourrait devenir obligatoire aussi sur tout le marché européen. D'accord, c'est des discussions que vous avez en cours avec la Commission européenne, du coup? Oui, en ce moment, le plus avancé, c'est l'indice de réparabilité sur les smartphones. D'accord. Alors, j'ai lu quand même pas mal de critiques sur cet indice, notamment qu'il y avait pas de pondération, c'est-à-dire que en fait, il suffisait de mettre une notice pour avoir le même degré de... que le fait de mettre une notice dans la boîte avait le même impact que le fait de pouvoir démonter et remonter le téléphone, par exemple. Ce qui fait qu'on arrive avec des téléphones avec des notes autour de 7, 7,5, alors que fondamentalement, en fait, c'est très peu réparable. Moi, je me suis retrouvé très récemment, d'ailleurs, dans la situation où un téléphone qui était censé être étanche est tombé dans l'eau. Il a fonctionné pendant 6 mois.
Et 6 mois plus tard, en fait, en l'ouvrant, on s'est rendu compte qu'il était complètement oxydé et terminé. Et là, pour le coup, impossible à remplacer, quoi. Oui, voilà, c'est l'indice, comme j'ai dit, il est pas parfait. C'est une première monture aussi, c'est inédit, personne n'a jamais fait ça dans le monde, donc forcément, c'est pas parfait. Et puis, comme j'ai dit, c'est l'objet d'un consensus avec les fabricants. Donc, autant dire que on pourrait être plus exigeant. Mais c'est quand même important qu'il y ait cette première étape. Et ça donne quand même un peu des premiers jalons, des premiers indices. Il y a quand même des notes qui sont des fois à 5, qui sont quand même pas terribles, et des notes qui sont à 9 ou 10. Il y a quand même des écarts qui nous donnent des indices sur la réparabilité. Mais on est complètement d'accord, et on va sortir aussi une étude en janvier, février sur justement notre analyse précise de cet indice après 1 an d'expérience. Et en effet, eh bien, il y a des choses à revoir, et notamment la pondération, parce que on l'avait demandé dès le début, qu'un téléphone qui n'est pas réparable, par exemple, enfin qui n'est même pas démontable ou qui n'a pas de pièces détachées, presque devrait avoir 0 en fait. Mais bon, ça c'était pas forcément entendable à l'époque, mais avec les retours d'expérience et encore la pression citoyenne qui est vraiment très importante pour gagner des combats, eh bien on pourra avoir quelque chose d'encore plus exigeant. Ok, et du coup cette exigence supplémentaire, ça se traduit dans l'indice de durabilité ? Oui, on espère. Alors déjà, l'indice de durabilité donnera plus d'éléments parce que on n'aura pas juste le caractère réparable d'un produit, mais aussi est-ce qu'il est fiable ? Est-ce que il est fait pour évoluer dans le temps ? Est-ce qu'on va pouvoir le garder longtemps, concrètement ? Donc, c'est pas un nombre d'heures ou un nombre de cycles, nombre d'années, parce que ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un faisceau d'indices qui nous permet d'avoir quand même une idée une note sur 10, si ce produit est conçu pour durer longtemps ou pas. Donc ça va être le taux de remplacement, c'est-à-dire si on rachète le même produit tous les 2 ans ou truc comme ça ? Non, parce que c'est sur les produits neufs, donc on ne sait pas encore, on n'a pas forcément ce retour de données, mais ça va être est-ce que il a été conçu de manière fiable, donc en fonction des normes, voilà, est-ce qu'il est étanche, est-ce qu'il résiste aux rayures, est-ce que l'écran d'un smartphone a été fait de manière qu'il va pas se briser dès que vous le faites tomber une fois, voilà, est-ce que la batterie va durer longtemps, donc c'est sur ce genre d'aspect qu'on va évaluer. Et puis si par exemple le logiciel aussi est fait pour durer dans le temps et pas au bout de 2 ans vous avez une mise à jour puis il y a plus rien qui fonctionne. Donc voilà, c'est ce genre d'éléments qui vont être ajoutés à l'indice de réparabilité et qui vont donner une note plus globale sur la durabilité. Et on espère à cette occasion pouvoir rectifier en effet certaines choses sur le volet réparabilité. Ok. Donc, ouais, là, on a parlé un petit peu comment est-ce qu'on reconnaît la durabilité. J'avais demandé quelles sont les sources d'espoir, en gros, à quelle échéance est-ce qu'on peut se dire qu'en fait, on aura des produits plus durables, notamment en électronique. Je pense surtout au téléphone, dont le taux de remplacement est monumental. Je crois qu'on remplace son téléphone tous les 18 mois aujourd'hui, en moyenne. C'est quoi, en fait, les échéances que vous vous êtes données pour les prochaines années, à part le 2024 Je pense quand même que cet indice de durabilité aura vraiment un impact très important. Et là, on sent qu'en plus on met vraiment un pavé dans la mare et que ça met les fabricants un peu parfois en tension sur ces questions, et tant mieux parce que du coup ils sont obligés de se poser des questions et peut-être de revoir la conception, parce qu'in fine s'ils ont tous des mauvaises notes ou s'ils ont des mauvaises notes par rapport à d'autres, ils vont aussi en pâtir les conséquences. Donc ils ont intérêt à revoir la conception des choses pour que ça soit plus durable, plus fiable, plus réparable. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des marques qui le font déjà. Donc, c'est que c'est possible. Et on peut pas nous dire, ah bah non, c'est pas possible. Donc, en l'état, un produit pas terrible, il aurait 8 sur 10 parce que de toute façon, personne sait mieux faire. On a des marques qui savent mieux faire. Et ça nous aide beaucoup parce que du coup, on a une référence de quelque chose qui est vraiment fiable, durable, réparable. Et donc, tous les autres, potentiellement, peuvent avoir une mauvaise note. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Donc, dès 2024, je pense que ça aura de l'impact. En tout cas, je l'espère. Et puis après, il faut qu'on travaille aussi au niveau européen pour imposer des durées de disponibilité sur les pièces détachées. Par exemple, avant, il y avait presque même rien, au-delà des 2 ans et encore.
de garantie. Aujourd'hui, par exemple, sur les lave-linges, vous avez une directive européenne qui impose 7 ans de disponibilité des pièces détachées. Donc, à minima, vous devriez avoir des pièces essentielles pendant 7 ans. Donc, c'est ce genre de mesures qui ont beaucoup d'importance aussi. Après, le gros chantier aussi, ça va être tout ce qui est obsolescence logicielle, parce que de plus en plus de produits sont soumis à ça. Déjà, tout ce qui est numérique, évidemment. Peut-être que vous allez avoir un ordi super réparable, etc. Mais si c'est le software, le logiciel qui vous empêche de réparer ou que vous pouvez plus utiliser parce que concrètement, tout se passe sur le logiciel quand vous utilisez un ordinateur ou un smartphone. Donc, si vous avez des freins, des dysfonctionnements, vous pouvez plus rien télécharger ou quoi, vous allez être embêté. Donc ça, c'est l'obsolescence logicielle qui est très importante et qu'on va travailler, mais aussi sur tous les autres produits, parce que on voit de plus en plus des lave-linges connectés, des bouilloires connectés, donc ça va être un gros enjeu. Et puis sur tout le petit électroménager aussi, parce que autant il y a quand même beaucoup d'attention portée aujourd'hui sur les smartphones, sur les ordinateurs, les lave-linges, etc. Donc j'ai bon espoir qu'on arrive à des produits de plus en plus durables et réparables. Mais sur tout le petit électroménager, ça passe complètement à la trappe. Les imprimantes, personne n'en parle. Et donc, il faut encore qu'on mette ces sujets sur la table. Ok. Donc, et ça, c'est horizon avant 2024. Sur l'élargissement de ces essais, finalement, ce qu'on avait dit sur les smartphones, tondeuse à gazon, lave-linge à hublot. Est-ce que du coup, ça va être étendu à d'autres avant les prochaines expérimentations ou... Oui, en fait, d'ici 2024, on va avoir un indice de réparabilité qui va être testé déjà sur de plus en plus de catégories de produits. Donc déjà, cette année, en 2022, on va avoir les aspirateurs qui vont être concernés, les lave-vaisselle, par exemple. Donc, on aura des nouvelles catégories de produits. Et puis, en 2023 aussi. Donc, on espère que peut-être les imprimantes soient concernées ou des produits comme ça. Donc, mais bon, sur les imprimantes, la problématique, c'est que, par exemple, on n'a pas vraiment de bons élèves, donc c'est plus compliqué encore. Mais sur de plus en plus de produits, ça va s'étendre, et donc il y aura une attention, maintenant sur presque tous les produits. Super intéressant. Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais aborder aujourd'hui ? Non, je n'ai pas là de sujet. Je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de se dire que à l'échelle individuelle, on peut faire des choses déjà pour empêcher l'obsolescence ou pour la réduire, ou pour s'en prémunir. Il faut vraiment avoir le réflexe de l'entretien, faire un petit effort sur des réflexes sur la réparation et avoir quand même faire des efforts sur l'entretien, même si c'est un peu embêtant. Il y a quand même, être conscient, essayer d'éviter les sirènes du marketing, de la pub, de l'achat à neuf de certains produits. Donc déjà, nous, à notre échelle, on peut être dans une position de résistance par rapport à cette obsolescence programmée et pas se dire quand elle est choisie, je suis d'accord en fait. Des fois, on appelle ça aussi l'obsolescence choisie. Donc il faut vraiment, ça c'est pour l'environnement plus que pour nous, parce que quand on l'a choisi, on est content, mais d'un point de vue environnemental, il faut faire aussi notre part en tant que consommateur. Mais après, même si on fait tous les efforts du monde, c'est vrai qu'à un moment on est impuissant. Parce que s'il n'y a pas de solution sur le marché, qu'on a besoin d'un ordinateur ou d'une imprimante ou d'autres types de produits, eh bien on est embêté parce qu'on n'a pas de solution qui soit suffisamment durable, réparable, etc. Ou que ça coûte trop cher, ou que vraiment il y a des freins trop importants pour nous. Donc là, c'est pour ça qu'on a créé HOP, c'est pour se fédérer et pour agir collectivement, pour se défendre collectivement. Donc nous, faisons le mieux qu'on peut, faisons notre part. Et puis notre part, c'est aussi peut-être d'adhérer à HOP pour avoir un impact collectif et imposer des choses via les décideurs publics et politiques. Super. Et merci beaucoup Laetitia. Puis à très bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés
Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.